Bonsoir à tous. Un grand merci à vous d'être là ce soir et d'être venus aussi nombreux. Eh bien, comme vous le savez, nous avons le grand plaisir de recevoir Pierre Dardot et Christian Laval à l'occasion de la parution de leur nouvel essai « Instituer les mondes pour une cosmopolitique des communs » aux éditions de la Découverte. Alors, je rappelle que vous êtes, j'allais dire un fameux duo, mais en tout cas en duo, les auteurs entre autres de Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, de La nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale, du bien nommé Ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie, et que ce nouveau volume s'inscrit, vous le précisez, dans la droite ligne de votre précédent ouvrage, Dominé, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident, dont il constitue en quelque sorte un second volet. Alors, il est tout à fait étonnant face à une masse pareille de constater à quel point ce nouveau livre se situe sans embâge au cœur de notre actualité la plus immédiate, celle qui nous saute au visage chaque matin, celle d'un écroulement sans précédent de l'ordre international tel qu'il avait été redéfini après 1945, de la remise en cause et d'une offensive en règle contre l'état de droit, et je vous cite, d'une grande vague réactionnaire faite de nationalisme agressif, d'ethno-identitarisme sectaire, d'autoritarisme antidémocratique, de guerres ouvertes ou latentes entre souveraineté étatique. Cela ne veut nullement dire que tous les régimes autoritaires sont néolibéraux, mais ce sont les néolibéralismes autoritaires qui donnent le ton. Ajoutez à ça une ou deux tronçonneuses, et vous aurez une image assez juste d'un monde fracturé entre deux pôles de puissance en lutte les uns contre les autres. Face au désastre ambiant, il est donc largement temps, voire urgent, de repenser une action collective renouvelée qui sait tirer les leçons des internationalismes du passé, des différentes composantes et limites des mouvements altermondialistes, bref, d'inaugurer ce que vous appelez une cosmopolitique des communs, à savoir une action collective au-delà des frontières et dont la voie en est aujourd'hui tracée, écrivez-vous, par le bas, au travers des expérimentations alternatives et des pratiques de transnationalisation et de transversalisation qui se développent au sein des luttes écologistes, féministes, antiracistes, autochtones, syndicales ou paysannes. Mais alors pour commencer, je voudrais revenir un instant sur ce qui semble être comme, on va dire, le point nodal de cette situation, à savoir très clairement la question de la souveraineté. Vous dites clairement, je vous cite, que ce réveil des égoïsmes de puissance n'est compréhensible que si l'on prend en compte la logique de la souveraineté qui est au fondement des organisations politiques nationales comme de l'ordre politique mondial. Vous revenez donc dans une large première partie sur ce cadre étatico-national et les échecs patents des internationalismes des 19e et 20e siècles pour tenter de le dépasser. Puis, face à l'instauration d'un nouvel ordre néolibéral par les États capitalistes les plus développés et la défaite de ce qui demeurait du mouvement ouvrier, vous abordez l'espoir qu'a pu susciter le mouvement altermondialiste qui réintroduisait, je vous cite, dans l'espace public la double perspective de la critique radicale de l'ordre mondial et de l'espérance utopique dans un autre monde possible. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser parler. Non, mais c'est bien. Et alors, comme les mots sont extrêmement importants, et les héritages tout autant, je voudrais pour commencer vous demander si vous pourriez un instant revenir tous les deux justement sur ces deux notions et mouvements d'internationalisme et d'altermondialisme entre concept, espoir et échec. Oui, je vais commencer sur les échecs. Sur les échecs. En fait, pour présenter un peu ce livre, il s'enclenche sur le précédent. C'est pour ça qu'on parle de diptyque avec Dominé, donc le début qui a été écrit en fait tout à fait parallèlement à la rédaction du précédent, c'est-à-dire à notre histoire de la souveraineté en Occident. Le début, c'est la façon dont l'État a participé, a contribué à former des nations, à former des ensembles humains qu'on appelle des nations, et comment cette nationalisation des groupes humains
cette nationalisation des sociétés a constitué le cadre d'action des ce qu'on peut appeler les gauches ou les forces progressistes ou ce que vous voulez, ou les luttes prolétariennes. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui s'est produit très tôt, c'est la façon dont ce cadre juridico-politique a en quelque sorte enfermé les luttes de classe et les luttes plus généralement pour le pouvoir. Et comment la démocratie elle-même s'est définie à l'intérieur de ce cadre national. Donc on insiste beaucoup sur l'effet État, sur l'effet de l'État sur les sociétés, l'effet national de l'État. Et on reprend un certain nombre d'expressions qu'on avait déjà utilisées justement sur le poids de la souveraineté dans la vie de tous, dans la vie subjective même, sur la façon dont nous sommes tous à la fois étatisés et nationalisés. Ça, c'est le début. Et en même temps, il y a eu quelque chose qui s'est produit assez tôt, enfin, dès les années 1820, c'est la naissance d'une perspective très différente qui a été l'internationalisme ouvrier ou l'internationalisme socialiste ou prolétarien, peu importe ici comment on l'appelle. Et ce que nous essayons de faire au début, c'est une généalogie en fait de cette nouvelle perspective qui est assez étonnante. Ce cadre d'action internationaliste en fait est étroitement dépendant d'un cosmopolitisme précédent, d'un cosmopolitisme commercial. C'est en réalité la pensée libérale qu'on trouve déjà chez Montesquieu, chez les physiocrates, chez les Écossais, etc., qui définit un nouveau cadre qui est celui du monde économique tel qu'il est constitué par les échanges marchands et par la circulation du capital. Et ce qui est très étonnant et qui n'a pas souvent été relevé, mais qui est d'une extrême importance historique, c'est que cet internationalisme-là, il s'appuie donc sur la constitution d'un monde par le capital lui-même. Et qui sont ceux qui les premiers montre cette nouvelle logique à l'œuvre et ce nouveau terrain d'action qui dépasse les cadres nationaux, ce sont les saint-simoniens qui, de façon très explicite, disent que le monde industriel, la société industrielle, c'est une société, justement, où s'instaurent des liens humains qui transcendent les frontières. Et, de façon là aussi très claire, ils expliquent que le marché mondial est encore un monde de la concurrence et de l'antagonisme, mais qu'il va donner naissance à quelque chose de très nouveau, de très différent, qui sera l'association universelle des producteurs. Et là, on a quelque chose un événement de pensée considérable, puisque cela sera repris par le mouvement socialiste. Et évidemment, dans ce mouvement socialiste, les deux figures importantes qui sont Marx et Engels, qui vont intégralement reprendre cette perspective internationaliste. Donc il faut bien entendre ça, c'est le capital qui définit un nouveau terrain d'action qui n'est plus celui de la nation. La nation sera en quelque sorte l'espace immédiat des luttes. On peut prendre le pouvoir, on doit prendre le pouvoir dans la nation, mais ce ne sera qu'une étape par rapport à la constitution du nouveau monde qui sera celui de l'association des producteurs. Et ce que nous essayons de montrer, donc, c'est combien cette perspective-là du transnationalisme, enfin de l'internationalisme, qui est déjà un dépassement des frontières, va échouer successivement par l'échec des internationalismes, du fait même, justement, du poids à la fois des États qui enferment les luttes, qui nationalisent le socialisme, qui étatisent le socialisme, jusqu'à la révolution russe qui promettait justement une république universelle des soviets, mais qui finalement s'est réduite progressivement au centre moscovite, au centre d'une troisième internationale qui sera celle de Moscou. Voilà en gros, disons, la première partie de l'ouvrage sur l'internationalisme. Je passe la parole à Pierre qui va compléter. Très certainement, mais en tout cas, ce qui me paraît important dans ce que tu as dit, c'est que dès le début, l'internationalisme se trouve défini à partir d'une constitution économique objective. Ça, c'est très important. Le reste, finalement,
ça relève de variations qui sont assez importantes, mais à partir du même canevas théorique. C'est-à-dire que ça sera exprimé par quelqu'un comme Trotsky, tout à fait à la fin, à propos de la 4e internationale. Le marxisme est d'abord et avant tout quelque chose qui est construit sur un fait économique. L'internationalisme, pour nous les marxistes, est d'abord et avant tout quelque chose qui découle et qui précède d'un fait économique. Et le fait économique, c'est justement l'interprétation de la production à l'échelle mondiale. Et ça, il y a une variation qui s'opère de différentes manières, sous différentes formes, mais on ne sort pas de ce canevas. Voilà. Et là, il y a pour nous quelque chose de très important qui explique dans une certaine mesure justement les difficultés, les échecs, l'impuissance, voire le fait que ça donne lieu à des éclatements de toutes les organisations qui se sont appuyées sur cette idée-là. C'est-à-dire que l'idée à la fois que l'internationalisme relevait nécessairement d'une organisation internationale et que cette organisation internationale procédait d'un fait économique qui était justement ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on aurait pu appeler déjà la mondialisation de la production. Voilà. Cosmopolitisation de la production, c'est un terme que Marx utilise assez souvent, et organisation internationale qui vient donner une expression politique à cette cosmopolitisation de la production. Voilà, ça c'est, on peut dire que c'est à partir de là que les choses se sont beaucoup jouées, disons, avec... Alors c'est un peu différent avec l'altermondialisme. Christian, tu peux peut-être justement rajouter quelque chose là-dessus, de très éclairant. Oui, j'essaie d'éclairer ce point. En fait, donc, on montre à quel point ces internationalismes organisés, ça c'est aussi un point très important, donc se sont inscrits dans les structures étatiques. Ça n'empêche pas les multiples formes d'entraide, de solidarité qui ont pu avoir lieu avec les luttes jusqu'à aujourd'hui. On se rappelle les grands mouvements de solidarité avec les luttes vietnamiennes, avec le Chili, etc. Donc il y a toujours un internationalisme pratique, mais au fond, le noyau et l'organisation même de l'internationalisme, il va en quelque sorte lui-même se nationaliser du fait même justement de ce poids de l'État, de ce cadre, du poids du cadre. À un moment donné, au fond, l'internationalisme se réduit, on l'a connu, nous, dans les années 60-70, à un espoir, puisque tu parlais d'espoir, l'espoir d'une reconstruction d'une internationale. Ça a été l'effort ultime de construction de la 4e internationale, qui aujourd'hui ne cesse pas de se reconstruire et finalement de se déconstruire à force de scission, etc. Et au fond, bon, malheureusement, il faut conclure à l'échec définitif de cet espoir. Mais il y a eu, dans les années 90 et à la fin des années 90, quelque chose d'assez nouveau qui est né, qu'on a appelé l'altermondialisme. C'est un mouvement de réponse au néolibéralisme, à la mondialisation capitaliste. Et là, ça a été quand même un moment historique assez intéressant, puisqu'il ne s'agit plus de faire un centre politique mondial, un centre organisateur de la révolution mondiale. Il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de réunir, de se faire rencontrer des mouvements assez hétérogènes, au fond, et de tout pays. Donc, avec un aspect, effectivement, de cosmopolitisation, mais sans intention d'organiser vraiment tous ces mouvements. Et de fait, la théorie, si je puis dire, la théorie altermondialiste va être une théorie inspirée d'un certain nombre de mouvements basiques du brésilien en particulier, qui va insister sur la rencontre, le dialogue, l'échange d'expériences, et avec un aspect aussi très intéressant qui est le déplacement des préoccupations et des formes de pensée vers le sud. Il y a quelque chose qui se produit de façon peut-être au départ un peu insidieuse, qui n'a pas été théorisé comme tel, c'est le fait que ça se passe dans les pays du sud. C'est-à-dire les forums sociaux mondiaux, ils s'organisent essentiellement
dans des pays, au Brésil, mais aussi en Afrique, mais aussi en Inde, etc. Donc il y a eu toute ce décalage, ce déplacement est extrêmement intéressant aussi. Troisième aspect de l'altermondialisme qui n'est pas négligeable non plus, c'est ce qu'on peut appeler une déhiérarchisation des luttes. On n'est plus du tout dans le cadre ancien de l'internationalisme prolétarien, où un sujet de l'histoire, le prolétariat, doit finalement entraîner toutes les autres couches sociales dans la prise du pouvoir. C'est plus du tout la question. De fait, les mouvements, ce que je le disais, sont très hétérogènes, les causes sont différentes, mais en même temps, on essaye de les mettre ensemble, de les faire entrer en dialogue, et il y a quelque chose aussi qui va donner lieu ensuite à un phénomène sur lequel on va insister tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle justement la transversalisation des luttes. Le fait que les luttes ne fonctionnent plus en silos totalement étanches, mais qu'elles s'échangent des expériences, qu'elles s'altèrent les unes les autres. Les écologistes, les féministes, les paysans, mais aussi les syndicats ouvriers vont au fond se modifier au fur et à mesure justement qu'ils vont entrer en contact les uns avec les autres. Voilà. La limite de l'altermondialisme, on y consacre un chapitre important, c'est que de fait, il a renoncé entièrement à définir des axes stratégiques. C'est-à-dire que ça a été vraiment presque principiel dans le mouvement altermondialiste. On ne définit pas une doctrine unique, parce qu'on ne veut pas réitérer, au fond, les échecs des internationalismes précédents. Donc pas de doctrine unifiée, pas de perspective, même on ne donne même pas de nom à l'autre monde. On l'appelle altermondialisme, mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Il est essentiellement négatif, il réagit au néolibéralisme. Donc on dit le monde n'est pas une marchandise, par exemple. Le monde n'est pas à vendre. Mais on ne dit pas du tout, on se refuse à dire ce que sera le monde d'après. Donc on parle de post-capitalisme, mais de façon très générale. Donc ça c'est déjà un premier point. Et deuxième point, on se refuse surtout à donner des axes de lutte, à donner, voilà, à organiser des luttes. Et malgré des tentatives sur le tard, des protestations internes, des débats qui voudraient justement, avec des gens qui voudraient justement que le mouvement altermondialiste s'engage un peu plus dans les questions stratégiques, eh bien ce mouvement va finir par s'étioler, s'épuiser, etc. D'où le fait qu'effectivement l'espoir altermondialiste, eh bien il a déçu. Et dès les années 2010-2011, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais ça va être très vite relayé par d'autres formes de mouvements qui vont prendre le dessus assez rapidement. Merci à tous les deux pour ce point, parce qu'en fait je pense que c'était vraiment intéressant de pouvoir faire ce retour sur ces données historiques qui vont effectivement nous permettre de comprendre en plus la manière dont vous avancez aussi dans le livre et comment on en arrive à cette cosmopolitique des communs. Je le disais tout à l'heure en présentation, c'est vrai que le livre rencontre, on va dire, une actualité plus que brûlante. Et nous permet en fait d'aborder un certain nombre de thèmes et nous poser un certain nombre de questions. Et c'est vrai que moi, au fur et à mesure de ma lecture, en fait, je parlais tout à l'heure de la souveraineté, vous y êtes revenu, mais c'est vrai que la question de l'État, pour moi, était quelque chose d'absolument central. Et c'est vrai que cette notion d'État revient aussi évidemment dans l'actualité, et il suffit d'ouvrir un tout petit peu les journaux. On assiste aujourd'hui quasiment en direct aux États-Unis à une attaque sans précédent, on va dire, de l'intérieur de l'appareil d'État au profit du règne de l'arbitraire et au profit d'un certain nombre de véritables entreprises États qui s'accaparent en masse en fait un certain nombre de pouvoirs régaliens. Plus au sud, on pourrait parler de l'attaque en règle de l'État social en Argentine, entre autres. Je parlais des tronçonneuses tout à l'heure, mais bon voilà, on y est. Et si on augmente un tout petit peu notre champ de vision, là on a l'impression que toutes les barrières tombent les unes après les autres, avec des systèmes de rapports de force qui se mettent en place entre États et nations, des rapports de force extrêmement rudes dans lesquels plus aucune négociation n'est possible. Enfin, elle devient totalement absente au profit
de pratiques quasiment mafieuses. Cette question de l'État reste absolument une question centrale, mais j'ai envie de dire que cet État, ces formes d'État, qu'ils soient aujourd'hui attaqués ou autoritaires, j'ai presque envie de vous demander si voilà, cette question d'État, est-ce que c'est pas devenu notre pire cauchemar aujourd'hui? Oui, merci. Pire cauchemar, oui, on avait parlé du cauchemar qui n'en finit pas, et certains ont relevé avec une certaine ironie que c'était ce qu'il y avait peut-être de plus actuel dans les titres qu'on avait produits par le passé. Et je crois qu'en effet, cette question de l'État est tout à fait fondamentale, parce qu'il y a eu un discours qui s'est fait sentir en particulier au début des années 2000, qui a porté sur l'effacement de l'État, sur le fait que le marché mondial prenait justement une place qui reléguait les États à une place secondaire. Tout un discours, alors que ce soit d'ailleurs dans une certaine extrême gauche, ou que ce soit dans d'autres bords politiques, mais il y avait en particulier, je pense à Negri et à ce qui a été dit à ce moment-là dans les années 2000, il y avait l'idée, l'illusion d'un lissage de l'espace du marché mondial, qui aboutissait à un effacement des frontières nationales. On peut retrouver un certain nombre de citations de l'époque, et il y avait beaucoup de gens qui croyaient dans cette espèce de recul, voire de quasi-disparition tendancielle. Bon. Et puis, le retour s'est fait de façon assez brutale, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'État n'a jamais complètement disparu, contrairement à une illusion que certains ont pu colporter. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu des formes qui ont été différenciées, il y a eu des métamorphoses, il y a eu des fonctions qui ont été plus ou moins accentuées par rapport à d'autres qui occupaient le devant de la scène avant. Et je crois qu'il faut considérer la situation dans laquelle nous sommes, précisément. Il y a pas, non seulement il n'y a pas d'effacement de l'État, mais il y a plutôt un renforcement paroxystique de la souveraineté étatique, avec aujourd'hui des jeux de puissance qui ont une violence qu'on n'aurait jamais pu soupçonner précisément au début des années 2000. Bon. Et à cet égard, Milei, c'est vrai que c'est une référence qui est fondamentale, parce que tout le monde a été étonné. Bon, c'est vrai que comme on a suivi assez précisément ce qui s'est passé en Argentine, à partir de 2023, justement, c'est-à-dire la victoire remportée par Milei dans les primaires de droite, lorsqu'il est arrivé à plus de 30%, et où à ce moment-là, il a commencé à acquérir une importance politique qu'il n'avait pas. Et il s'est trouvé qu'il a commencé par tenir un discours dont on se souvient au début de la tronçonneuse, et puis de la façon dont il la brandissait à la fin de chaque meeting. Et puis il a tenu un discours politique pendant la campagne des présidentielles. Il a remporté les présidentielles, ce qui est très important, y compris sur le candidat péroniste qui lui était opposé, et qui, c'est très intéressant d'ailleurs, apparaissait à beaucoup de fractions de l'électorat, en particulier de l'électorat jeune, comme appartenant justement au passé avec lequel il fallait rompre. Et Milei a surfé sur cette vague-là, justement, d'une façon assez directe, décomplexée, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours qui a séduit beaucoup de gens, qui était un discours libertarien, voire parfois libertaire, les deux mots d'ailleurs n'étant pas distingués du tout par Milei. Il se présentait parfois comme étant un libertaire, parfois comme étant un libertarien, mais c'est très intéressant, parce qu'on a vu quand il est arrivé au pouvoir que le centre de son action, c'était précisément le levier que constituait l'État. C'est-à-dire que c'est un libertarianisme assez curieux, et encore plus un libertarisme très curieux, très étrange. En fait, c'est la négation. C'est même pas d'ailleurs un libertarien au sens orthodoxe du terme, dans les formes en tout cas que le libertarianisme a pu prendre aux États-Unis dans les années 1940-45, puisque le mot a été à ce moment-là remis au goût du jour. Et ça a donné lieu à une véritable idéologie. Cette idéologie-là, ce n'est pas celle que porte Milei. Milei a tendance à sacrifier la partie qui est positive dans le libertarianisme pour ne retenir que justement la partie ou le volant négatif, c'est-à-dire la destruction de l'État social. En fait, c'est l'utilisation de toute la force concentrée, répressive du pouvoir d'État contre l'État social, contre les institutions de l'État social. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé directement avec le DNU, c'est-à-dire avec 300 décrets qui annulaient des mesures sociales, des mesures de protection sociale. Donc il faut voir ça c'est la vérité. Ça, c'est exactement la vérité de la position qui est celle de Milei. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé à constituer un exemple pour l'extrême droite mondiale.
Il faut regarder comment les choses se sont justement agencées, et petit à petit, il s'est présenté comme un champion, justement. De quoi? Dans les réunions internationales auxquelles il participait, et dont il apparaissait comme étant la vedette, hein, presque américaine, en tout cas argentine, il se présentait comme étant celui qui accomplissait de grandes choses, notamment en ce qui concerne la guerre culturelle, notamment en ce qui concerne la défense des valeurs. Il ne faut jamais oublier que Milei n'a pas uniquement un discours économique ou économiste. C'est quelqu'un qui a d'emblée tenu un discours extrêmement ferme sur les valeurs, la guerre des valeurs. Voilà, c'était l'expression qui a été utilisée. Alors, bataille culturelle, c'est le terme qu'on a déjà utilisé, que Bolsonaro avait déjà utilisé, qui a été aussi utilisé en Amérique latine dans beaucoup d'autres pays, et que Milei a repris à son compte. Et c'est la raison pour laquelle il a créé une sorte de, comment dirais-je, c'est pas un consensus dans l'extrême droite, c'est le fait qu'il a donné une orientation, il a contribué à donner une orientation à l'extrême droite néolibérale. Je parle pas de... Il y a d'autres formes d'extrême droite. Hein. Retailleau, c'est une forme d'extrême droite, mais assez différente de celle que peut incarner Milei. Bon, Ciotti aime beaucoup Milei, mais bon, il y a comme ça différentes formes. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que vous avez quelqu'un qui a joué un rôle déterminant d'entraînement politique pour toute l'extrême droite mondiale, et notamment l'extrême droite néolibérale, avec des congrès qui sont tenus, notamment Vox, etc. Et ce qu'il faut dire à cet égard, c'est qu'il y a des divergences dans cette internationale d'extrême droite en formation et même en voie de structuration, des divergences qui peuvent parfois être très importantes, notamment sur la question justement des droits de douane ou de la liberté des échanges, mais ça ne les empêche pas de se retrouver sur un point tout à fait fondamental, qui est justement la guerre contre l'ennemi civilisationnel, c'est-à-dire les gens qui veulent remettre en cause les piliers de la civilisation occidentale, c'est-à-dire, pour l'essentiel, la propriété, et ça va avec la remise en cause d'un certain nombre de droits, dont le droit à l'avortement. Bon, il y a une cohérence, voilà. Et c'est celle-là qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est celle-là qui donne aujourd'hui le ton. Hein. La Mélanie est bon, elle est peut-être un peu partagée, parce qu'elle dit il faut que... tous les gens qui pensent un certain nombre de choses ensemble dans la situation de crise que nous traversons puissent se regrouper. Donc il ne faut pas surtout qu'il y ait une opposition entre Trump et puis les autres. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui tire profit de la situation actuelle. De la même manière, même si ce n'est pas l'extrême droite néolibérale, que Erdogan tire profit de la situation internationale actuelle pour remettre en cause précisément d'une façon ouverte l'état de droit en Turquie. Parce qu'il sait très bien que la situation est parfaitement propice et qu'aucun État ne le condamnera ouvertement. Donc il en joue. Et tous les États font la même chose. Les pouvoirs autoritaires font exactement la même chose. C'est pour ça, et je finis là-dessus, qu'on n'hésite pas... bon, moi, j'en ai un peu marre d'entendre parfois des gens parler de populisme. Non, il y a des formes de néofascisme qu'il faut caractériser aujourd'hui. C'est des formes de néofascisme, parce que ce n'est pas le même fascisme que celui, évidemment, de 1922 et de la marche sur Rome. Ce n'est pas non plus le fascisme que Mussolini a instauré, notamment à partir de 1926. Il n'en reste pas moins que vous avez une remise en cause frontale des piliers de l'état de droit, et notamment de la séparation des pouvoirs, qui est extrêmement inquiétante aujourd'hui aux États-Unis. Et moi, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de néofascisme. Vous avez une remise en cause de la séparation des pouvoirs, vous avez une remise en cause des institutions fondamentales de l'État social, vous avez une remise en cause des droits et des libertés démocratiques, et je ne vois pas comment on pourrait caractériser autrement que par cette notion de néofascisme. Alors vous l'aurez compris, en fait, on a commencé par le côté peut-être plus historique et théorique, et maintenant on va commencer à en arriver au combat, au véritable combat. Et c'est tout l'intérêt d'un ouvrage aussi passionnant que celui-là. On va essayer d'avancer, d'arriver vraiment à ce cœur de votre livre et à cette cosmopolitique des communs. Vous écrivez, je dis toujours vous parce qu'en fait, pour moi, ce sont à quatre mains. Je ne sais pas qui a fait quelle partie. En tout cas, vous écrivez, et je vous cite, que nous vivons une période d'intense confrontation entre de nouvelles pratiques démocratiques et des logiques nationalistes identitaires qui constituent une tendance lourde dans la trajectoire de nombreux États du monde. Ce n'est pas seulement le caractère impressionnant de ces poussées réactionnaires dont vous parliez qui doit retenir l'attention, mais c'est aussi le changement qui affecte profondément les forces qui s'y opposent.
Et vous ajoutez, les horizons communs n'ont pas disparu, ils se reconstituent au cours d'expérimentations multiples et de luttes démocratiques formant ainsi par et dans les pratiques une nouvelle cosmopolitique directement opposée aux dominations étatiques et à la logique normative du néolibéralisme. Alors, avant d'en arriver peut-être un peu plus dans le détail aux trois grandes irruptions cosmopolitiques dont vous parlez et qui obligent, dites-vous, à repenser les conditions et les contours de l'action politique, peut-être juste une précision et une question, en fait, moi qui me venait, une remarque en tout cas, qui est une remarque en fait sur l'échelle. C'est-à-dire que les expériences dont on va parler, sur lesquelles nous allons revenir, je le disais, en fait, sont des expériences qui sont multiples et à différentes échelles. Comment est-ce qu'on peut les comprendre ensemble, ces échelles, et finalement, à quelle échelle nous situer entre, d'un côté, le global et de l'autre côté, le territorial? Oui, c'est une question évidemment qu'on s'est posée, mais là, il faut revenir sur un peu la méthode du livre, parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir. En fait, d'abord une remarque générale. Nos travaux, d'une certaine façon, on pourrait dire anticiper ce qui s'est passé. Enfin, on dit ce qu'on pouvait voir à une certaine époque. Par exemple, en 2016, quand nous écrivons Ce cauchemar qui n'en finit pas, le sous-titre du livre, c'est « Comment le néolibéralisme défait la démocratie ». On n'a pas attendu 2025 pour comprendre que ce qui se passait, c'était ce que Wendy Brown appelait la dédémocratisation. Une mise en cause générale, en fond, des formes de démocratie, même les plus élémentaires, même les plus minimales. C'était quelque chose qui était déjà à l'œuvre. Ce qui arrive aujourd'hui avec Milei, avec Trump, c'est une précipitation, c'est une accélération, une intensification d'un processus de destruction de la démocratie qui a commencé bien avant et que nous avons mis en rapport avec le néolibéralisme, avec l'État néolibéral, dont la fonction, à un moment donné, est d'introduire, d'importer au sein des sociétés la logique, justement, du capital qui ne supporte plus, précisément, les digues, les remparts, les formes sociales, le droit qui avait été mis en place pour défendre les salariés, etc. Donc l'État néolibéral a une fonction non plus de protection des populations et de solidarité, mais avant tout de destruction, précisément, des liens sociaux, des liens de solidarité, etc. Donc ça, c'est quand même un point fondamental. Deuxième chose, dans notre travail avec le GENA, le groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives, donc un travail collectif, nous avons fait un livre qui s'appelle Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme, c'est le sous-titre, qui montrait justement toutes les formes de connivence, d'hybridation entre le fascisme et le néolibéralisme, et ceci dès les années 20. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ce qui arrive aujourd'hui sur la scène politique mondiale, c'est des choses qui étaient déjà à l'œuvre il y a un siècle. Et il fallait en faire l'histoire. Ça, c'est quand même très important. Alors, j'en viens à votre question. L'objet du livre, en fait, il n'est pas celui-là. Il n'est pas d'analyser les formes de néofascisation à l'œuvre de façon accélérée. Il est, d'une certaine façon, à contre-courant de l'actualité. Il est à la fois dans l'actualité et à contre-courant. Ce qu'on essaye de rappeler, c'est précisément que ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, c'est une transformation des luttes, des mouvements et des acteurs. C'est-à-dire qu'au fond, il y a du nouveau dans ce qui s'est produit, dans l'altermondialisme, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans les mouvements des places, dans les formes d'assemblée, dans les émeutes, dans les soulèvements populaires. Et curieusement, nous sommes tellement sidérés par l'actualité aujourd'hui qu'on en vient à oublier qu'il y a derrière nous 20 ans de soulèvements populaires dans à peu près tous les coins du monde. Il n'y a pratiquement aucun point du monde, aucun continent, finalement, qui a échappé, évidemment, à des mobilisations. Alors, évidemment, il y a la Russie, il y a la Russie et la Chine qui ont plutôt
été préservées, mais toutes les autres parties du monde ont été affectées, touchées par ces émeutes, ces mouvements. Alors, d'où l'idée, enfin, le projet que nous avons dans ce livre, d'analyser les formes nouvelles et qui, justement, n'opposent pas le local au global. C'est-à-dire que nous ne pensons surtout pas qu'il faut continuer avec des slogans du type agir local, penser global. Ouais. Pour nous, c'est totalement trompeur. Pourquoi? Parce que même les formes les plus locales, ce que nous essayons de montrer, c'est qu'elles ouvrent justement sur quelque chose qui rentre en communication avec toutes les autres formes de lutte. Ce que nous essayons de montrer, c'est justement ce qu'il y a de commun dans des luttes, dans des expérimentations, etc., qui ont lieu dans des tas d'autres situations, etc. Alors chaque situation est concrète, elle est particulière, mais en même temps, il y a quelque chose qui est profondément commun. D'où ce que nous appelons les irruptions. Et là, je termine là-dessus, on peut prendre exemple et on peut tirer les leçons des apatistes, parce que précisément ce sont des gens qui ont lutté localement, mais qui n'ont jamais cessé de dire que leur lutte ouvrait sur une cosmopolitique, justement, beaucoup plus large. Bah justement, en fait, on va y arriver, Christian, aux luttes. Et à ces fameuses irruptions dont là vous venez de parler. Donc effectivement, on parle de ces luttes, de ces expérimentations. Il y a trois axes en fait dont vous parlez en fait au départ, donc trois irruptions. La première de ces irruptions en fait, c'est dites-vous la multiplication des formes d'autogouvernement. On parle de là en fait de territoire, de milieu de vie, et vous revenez donc entre autres sur l'expérience du Chiapas, mais aussi sur des expériences locales, dans des municipalités, des occupations de places, des occupations de l'espace public. Vous revenez sur le mouvement entre autres des Gilets jaunes. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en détail ce que vous entendez par cette notion d'autogouvernement territorial, et qu'est-ce qu'il revêt? Juste sur un mot, je laisserai Christian développer, mais il me semble que ce qui est important, c'est la façon dont on cherche à réinvestir la notion de territoire. On ne le fait pas à partir d'une démarche théorique, on le fait tout simplement parce que tous les mouvements de par le monde qui ont une certaine importance aujourd'hui, une certaine importance politique, sont amenés à le faire. Et c'est des mouvements qui sont très divers. Le mouvement féministe, les mouvements féministes, en particulier en Amérique latine, réinvestissent cette notion de territoire à partir d'un concept assez singulier, en tout cas pour un esprit formé à certains concepts dont nous avons l'habitude ici, le concept de corps-territoire, qui est assez étrange et qui articule le corps féminin comme objet précisément d'une attaque en règle de la part du patriarcat, et en même temps l'articulation de ce corps féminin avec le territoire. Mais le territoire pensé non pas au sens où, par exemple, on pouvait l'entendre à l'époque de Deleuze, c'est-à-dire qu'on opposait territorialisation, déterritorialisation, etc. Là, c'est pas justement cette notion-là qui revient quand on parle de territoire, c'est le territoire au sens du milieu de vie. Voilà, ce qui est très important, ce qu'on a essayé de mettre en évidence dans le livre, d'un bout à l'autre, c'est cette idée qu'il y a en fait une confusion très souvent sur la notion de territoire, qui fait qu'on a tendance à confondre le territoire de manière générale avec le territoire comme surface de projection du pouvoir étatique et de la souveraineté étatique. Et à ce moment-là, on fait la confusion entre le territoire au sens administratif et le territoire au sens du milieu de vie. Or, ce qui est intéressant, bon, c'est le cas en Amérique latine, mais pas uniquement, c'est que dans tous les mouvements, justement, où il est question des territoires, de la défense des territoires, il n'est pas question de la défense du territoire comme surface de projection de la souveraineté de l'État. Il est question de la défense des territoires comme milieu de vie, comme milieu de vie qu'on doit précisément opposer au territoire comme surface de projection de la souveraineté étatique. Donc là, il y a vraiment un sens qui est tout à fait nouveau, qui mérite d'être non seulement relevé, mais qui mérite d'organiser, qui mérite d'être un principe organisateur de la réflexion politique aujourd'hui. Parce que même, justement, les territoires les plus locaux, du fait de cette logique-là, sont directement portés à entrer en relation de façon très profonde avec d'autres expériences. Ce qui fait que des expériences locales
ne sont pas incompatibles entre elles parce qu'elles seraient localistes. Elles sont locales, mais en général, elles ne sont pas localistes. Elles traversent les frontières, elles sont transfrontières, elles sont transnationales, au sens le plus profond du terme, et justement, cela débouche sur une cosmopolitique, mais en un sens qui est assez différent, c'est-à-dire, puisque vous avez posé la question des échelles, nous n'opposons pas les échelles entre elles, parce que nous ne raisonnons pas, la cosmopolitique que nous la promouvons, ce n'est pas du tout une cosmopolitique qui s'appuie sur l'emboîtement des échelons. C'est une cosmopolitique qui s'appuie sur le croisement, justement, le croisement des échelles ou des niveaux, mais dans un sens qui est celui d'une possible, comment dirais-je, traversée des frontières. Même pas d'une possible, d'une nécessaire et souvent d'une traversée des frontières qui a lieu, de pratiques qu'on appelle transfrontières parce qu'elles sont appelées transfrontières par les acteurs collectifs eux-mêmes. Vous êtes passé directement sur la seconde irruption. Oui, c'est vrai. Hein? Vous allez très vite, non? Christian, vous vouliez ajouter quelque chose? Ben, on a parlé au début des espaces de lutte. Ce qu'on essaye de montrer, c'est justement que le cadre national n'est plus le seul espace de lutte, ni même l'espace principal dans beaucoup de formes d'action collective. De la même façon, ce n'est plus l'espace mondial, défini par le capital, qui est l'espace de développement et de déploiement des mouvements et des luttes. C'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire que les luttes définissent et construisent d'une certaine façon un nouvel espace. Celui justement du territoire et du milieu de vie. C'est ça qui est tout à fait fascinant. Et qui vient percuter à la fois justement la mondialisation, l'espace homogène, puisque les territoires sont différents, puisque les mondes qui s'instituent dans ces territoires sont différents et ne peuvent pas se réduire justement à un monde lissé, unique et homogène. Et d'un autre côté, ces nouveaux espaces définis par les luttes viennent heurter la logique de la souveraineté, comme l'a dit Pierre, c'est-à-dire l'espace du territoire, parce que ce qu'on entend par territoire, en général, c'est le territoire dont l'État est le propriétaire. Et là, on voit bien que c'est justement pas ça, ce qui est en train de se mettre en place à travers des formes d'autogouvernement des milieux de vie. Alors, autogouvernement des milieux de vie, ça veut dire milieu de vie, ça veut dire des humains, ça veut dire des nationaux et des étrangers, ça veut dire des non-humains, ça veut dire aussi des éléments matériels qui sont organisés, qui sont aménagés de façon démocratiquement définie. Et c'est ça qu'on voit à l'œuvre dans de multiples lieux du monde. Et on n'a pas hésité justement à mettre dans des mêmes chapitres des choses qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir, enfin, qui sont de surfaces très différentes, le Rojava, le Chiapas, mais aussi la ZAD, mais aussi les occupations de ronds-points avec les gilets jaunes, enfin des choses très différentes, mais qui toutes ont quelque chose à voir avec l'aménagement d'un milieu de vie, et une revendication de démocratie justement sur un territoire. Et on voit bien que même les mouvements paysans, et on le voit bien avec les mouvements des sans-terre, par exemple au Brésil, ce n'est plus seulement la réforme agraire, c'est plus seulement le partage des terres. C'est ça aussi, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'organisation de formes sociales nouvelles et ouvertes sur l'étranger, avec des grands mouvements comme la Via Campesina, qui réunit des millions de paysans qui se reconnaissent finalement dans ces formes d'action et dans ces projets d'auto-organisation et d'auto-gouvernement des territoires. Et du coup, j'aimerais en arriver tout de suite donc à la troisième éruption, et qui va rejoindre en fait un certain nombre aussi de choses que vous avez dit là. Et cette troisième éruption, elle concerne le mouvement des peuples autochtones. Et vous écrivez en fait que ce mouvement remet en question l'ordre interétatique du monde, l'héritage de l'âge colonial, et plus largement la conception occidentale des relations entre les sociétés et leur milieu d'existence. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Cette partie sur les peuples autochtones, absolument passionnante. Si voilà, vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur cette troisième éruption. Oui, c'est quelque chose qui pour nous a une très grande importance, dans la mesure où, enfin au fur et à mesure qu'on s'est déplacé, invité à droite et à gauche dans telle ou telle université ou dans tel ou tel pays,
on s'est aperçu de l'importance justement du mouvement des peuples autochtones. Alors ça a été le cas au Chili, ça a été le cas au Brésil, ça a été le cas au Canada, ça a été le cas dernièrement en Argentine, avec ce que j'ai pu dire sur Javier Milei. Vous imaginez que les peuples autochtones font partie des cibles privilégiées du gouvernement argentin, avec des autorisations données à la police militaire d'entrer dans les parcs nationaux, là où précisément il y avait des campements de Mapuche. Bon, tout ceci prend des formes extrêmement violentes aujourd'hui, et il faut en être parfaitement averti. Alors, l'irruption des peuples autochtones, elle est cosmopolitique en un sens extrêmement profond. D'abord, elle est amenée à remettre en cause l'ordre intra-étatique. Parce que ce sont des populations qui ont une histoire qui est antérieure à la colonisation espagnole. Ce sont des peuples qui ont existé avant la construction de l'État, sous la lancée directement de la colonisation espagnole, des conquistadors. C'est donc quelque chose de très important parce que moi je me souviens très très bien au moment de la révolution, je l'appelle comme ça, au Chili, en octobre et en novembre 2019, d'un cours d'éducation populaire donné sur une place à Osorno, qui est une petite ville de province, où quelqu'un, un Mapuche, avait pris la parole en disant « Mais nous existons depuis très longtemps, avant même qu'il y ait un État chilien. Nous existions. » Et c'était pour lui très très important de rappeler ça. Or ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause d'abord le principe même de l'État-nation. Un seul État, une seule nation. C'est la raison pour laquelle souvent les peuples autochtones revendiquent la plurinationalité. Le fait qu'il y ait plusieurs nations à l'intérieur d'un État. Alors c'est le cas, bon, le mouvement chilien ça a été le cas, mais c'est le cas à peu près dans tous les pays d'Amérique latine, où cette idée, cette affirmation que la nation ne se réduit pas à l'État et qu'il y a plusieurs nations dans un même État, se trouve affirmée avec force. Alors, ça a commencé avec la Bolivie et l'Équateur, à un moment donné au début des années 2000, ça s'est poursuivi, ça a été affirmé sous d'autres formes, mais c'est extrêmement important pour nous. Et puis, en plus de ça, ça remet en cause l'État-nation en ce sens que ça permet d'envisager des alliances transversales, transnationales, entre des peuples autochtones de pays différents, donc des peuples autochtones qui se trouvent sur le territoire d'États différents. Je prends l'exemple du Chili et de l'Argentine que je connais un petit peu, mais de manière générale, je prends tout de suite pour que tout le monde comprenne, il y a eu, au début des années 2000, un mouvement très important à l'échelle du continent américain. Je ne dis pas du continent sud-américain, je ne dis pas du continent nord-américain. Ce mouvement-là s'est intitulé Abya Yala parce que c'est une appellation dans une langue du nord de la Colombie, d'un peuple du nord de la Colombie, qui signifie terre vivante. Et ce mouvement s'est constitué au début des années 2000, et c'est un mouvement, donc quand je dis continental, on perd un petit peu l'habitude de parler de l'Amérique comme continent, parce qu'on parle de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord et des États-Unis, mais là, en l'occurrence, c'est un mouvement des peuples autochtones qui s'est constitué d'emblée à une échelle continentale. C'est-à-dire qui met en jeu aussi bien, je ne sais pas moi, les Indiens du Dakota qui sont confrontés au pipeline que Trump a remis, si je peux dire, au travail et directement en faisant en sorte que le tracé soit achevé. Et puis en même temps, ça concerne les peuplades, les peuples d'Amérique du Sud, donc dans les différents pays. Et à cet égard, il y a quand même quelque chose d'assez fort, parce qu'on peut considérer que c'est une sorte de commun politique transnational. Voilà. Moi, j'aurais tendance à considérer que Abya Yala, c'est ça, précisément. Alors, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est une irruption cosmopolite. Alors là, au sens... Et début des années 2000. Et comme par hasard, c'est mis en place en raison des nécessités impérieuses que tous ces peuples éprouvent de résister à l'offensive du néolibéralisme. Voilà. Oui, à quoi il faut ajouter dans cette irruption cosmopolitique les transformations des modes de pensée dans l'ensemble des mouvements du monde, féministes, écologistes, paysans, etc. Il y a là un effet incroyable de diffusion de nouvelles manières de se rapporter au monde. Bon, la thématique de la Pachamama, du Buen Vivir, etc. sont des choses qui sont passées maintenant dans l'ensemble des mouvements, y compris dans le Nord, dans les mouvements occidentaux. Et il y a une sorte d'inversion de l'histoire qui s'opère. Jusqu'alors, c'était
l'Europe, c'était l'Occident qui diffusait ces modèles de pensée critique et ces formes d'organisation. Alors, on a étudié longuement le marxisme en Amérique latine, le marxisme en Afrique, le marxisme en Asie. On voyait très bien que c'était vraiment ce que, ici, on avait pensé, on avait élaboré depuis les économistes bourgeois, les saint-simoniens, les marxistes, enfin, tout ce qui s'était passé depuis le XVIIIe siècle, on l'a exporté. Et on a dit aux paysans, on a dit aux Indiens, c'est comme ça que vous devez lutter. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose de totalement nouveau. C'est maintenant les mouvements écologistes, eh bien, alors de façon parfois naïve, effectivement, il y a toujours un biais occidental, enfin, dans la façon dont on regarde ça. Il y a un biais indigéniste aussi, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui se produit, avec aussi des travaux d'anthropologues, qui ont aujourd'hui une importance considérable dans la pensée philosophique. Ce que Lévi-Strauss avait fait a été continué par des Descola, par des anthropologues latino-américains, brésiliens, etc., et qui contribuent aujourd'hui à une toute autre façon de penser et le rapport au monde, mais aussi les formes de lutte. Moi, j'étais très frappé, effectivement, que des mouvements écologistes en France ou des mouvements zadistes se revendiquent, finalement, des mêmes modes de pensée des autochtones. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez considérable qui participe justement de cette irruption cosmopolitique, parce qu'elles ont lieu à la fois dans les pratiques et dans les façons de penser. Et ça, c'est vraiment important. Les deux sont absolument liés. Alors, avant d'en arriver en fait un peu à la dernière partie et ce que vous appelez les tracés, qui sont, et je trouve que ce mot est tellement bien choisi, car c'est vraiment un ensemble de chemins en fait que vous nous proposez. Vous revenez, vous l'avez un tout petit peu évoqué quand même tout à l'heure, mais vous revenez sur cette notion du cosmopolitisme. Et voilà, il y a un chapitre important en fait là-dessus où vous remontez aux racines, y compris antiques, du cosmopolitisme, idée que vous rattachez aussi entre autres à la question de la citoyenneté. Pourquoi c'était important pour vous de repasser par cette partie aussi peut-être plus philosophique et historique, et avant justement d'en arriver à ces fameux tracés. Oui, alors stratégique aussi, oui. sur les cosmopolitismes, c'est vrai qu'on fait la distinction entre cosmopolitique, on parle de la cosmopolitique des communs, on ne parle pas du cosmopolitisme des communs, et d'autre part les cosmopolitismes tels qu'ils se sont constitués dans l'histoire, notamment dans l'histoire des idées. Et il y a effectivement un chapitre qui est consacré à cette question-là, à cette histoire, avec des figures qu'on isole, parce qu'on n'entre pas nécessairement dans les détails de la constitution de ces formes de pensée, mais il y a, disons, un cosmopolitisme antique avec deux variantes qui sont les cyniques et les stoïciens, mais il faut quand même considérer que ce qui donne son unité à cette notion de cosmopolitisme, c'est l'idée du cosmos. L'idée du cosmos, pas nécessairement l'idée du cosmos comme tout. Voilà, chez les stoïciens, c'est évident. Chez Diogène et les cyniques, c'est moins évident, parce que c'est d'abord et avant tout la Terre entière, plutôt que le cosmos au sens intégratif et expansif. Mais vous avez ensuite un cosmopolitisme qui se met en place, notamment à partir de Leibniz, à partir de l'idée des mondes possibles, de l'univers. C'est aussi, le cosmos est pensé d'une manière extrêmement forte dans cette seconde perspective. Et puis, à partir de là, il y a... la rupture que constitue à certains égards le cosmopolitisme kantien, parce que justement, peut-être que pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, il se trouve dit que le cosmopolitisme, c'est d'abord et avant tout celui du citoyen de la Terre. Il y a cette notion-là qui est fondamentale dans la doctrine du droit chez Kant, du citoyen de la Terre. Ce n'est pas le citoyen de l'univers, c'est le citoyen de la Terre. Il y a une rupture, parce que Kant dit qu'il y a la notion de l'univers comme tout auquel aucun autre tout n'est supérieur. C'est vraiment très exhaustif et absolu. Et puis il y a d'autre part la Terre. Et le cosmopolitisme qui est à notre mesure et à la portée en tout cas de notre action pratique, c'est le cosmopolitisme du citoyen de la Terre. Voilà. Et ça c'est quelque chose d'assez remarquable. Et puis enfin, il y a ce qui se produit
avec ce qu'on appelle les cosmopolitismes de la mondialisation. Ça, c'est la fin des années 90 et le début des années 2000. Et on retrouve la notion de monde. Mais alors, c'est ça qui est pour nous très important, et je m'arrêterai là, c'est le fait que on pense toujours à partir du monde au singulier. Et c'est le monde, soit le monde comme univers, soit le monde comme terre, soit le monde, alors avec la dernière forme, c'était les cosmopolitismes de la mondialisation, c'est le monde de la mondialisation, parce qu'on considère généralement les théoriciens qui ont produit des œuvres importantes sur cette question-là, en 1990 et 2000, ce sont des gens qui ont pensé à partir de la mondialisation, en disant il y a une unification économique du monde, mais ce qui reste à accomplir, c'est l'unification politique. Donc il faut que l'humanité se donne des institutions de démocratie politique qui permettent de prolonger l'unification qui s'est faite sur le plan économique. Voilà. Mais on part toujours du monde. Voilà. Et c'est cette notion-là d'un monde qui est déjà donné, que nous avons voulu remettre en cause, parce qu'il y a bien sûr un monde, alors entrons dans les distinctions, il y a un monde unique et singulier qui est notre Terre. Et c'est très important de partir de là, et pas de noyer le poisson, etc. Il faut partir de ça. Mais en même temps, le monde, ce monde-là n'est pas un monde commun. Et ça, c'est peut-être une distinction assez importante à entendre, parce que unique et singulier, unique au sens de singulier, ne signifie pas commun. Commun, nous le prenons en un sens extrêmement fort, comme nous l'avons fait dans l'ouvrage qui s'appelle Commun, c'est-à-dire au sens d'un principe qui nous oblige pratiquement dans l'action. Et alors là, on peut dire qu'il y a un monde qui est mondialisé, on peut parler d'un monde qui est, comment dirais-je, partiellement unifié, ce que fait par exemple Latour, en disant il faut achever l'unification, mais ce n'est pas notre propos. Notre propos n'est pas de dire il faut achever l'unification du monde, parce que précisément nous ne considérons pas que l'unification du monde soit un idéal. Nous ne considérons pas que l'unification du monde soit quelque chose de désirable. Nous considérons qu'il nous appartient de construire un monde commun, mais un monde commun n'est pas justement la même chose qu'un monde qui est unifié. Alors ça, c'est une divergence que nous avons, par exemple avec Latour, mais pas uniquement avec Latour, et je crois que c'est assez important à dire. Voilà. Donc, en effet, le cosmopolitisme, sous ses différentes variantes, s'est construit à partir de l'idée d'un monde qui est un monde à la fois unique, unifié, et à partir duquel nous devons envisager toutes nos manières de vivre, de faire et de penser. Oui, juste à compléter pourquoi cette partie est importante et en quoi concerne-t-elle le caractère stratégique du livre. Parce que c'est ça, au fond, c'est un livre vraiment qui est essentiellement stratégique, qui pense stratégie. D'où, effectivement, la partie finale. Parce que, effectivement, la question qu'on se pose là, c'est est-ce que les cosmopolitismes anciens, antiques et plus modernes sont de quelconque recours aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un rapport avec les luttes? Est-ce que le philosophe aujourd'hui peut dire finalement on avait déjà pensé bien avant les choses et on va le proposer, on va proposer ces formes de cosmopolitisme aux luttes d'aujourd'hui? Bien, notre méthode est complètement différente. Elle part justement des formes de combat aujourd'hui, des luttes, des aspirations, des formes d'auto-organisation, pour montrer justement qu'il ne s'agit plus du tout des formes anciennes. Et nous donnons alors justement une grande importance à l'espèce de maxime des apatistes. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des gens se battent effectivement et constituent déjà quelque chose qui ressemble bien à ce que les apatistes ont appelé un monde où il y a place pour de nombreux mondes. Parce que ça, c'est la formule, à notre avis, clé de ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire des gens qui, effectivement, dans des situations très singulières, très différentes les unes des autres, organisent leur propre milieu et leur propre démocratie. Avec, des caractères singuliers, des formes culturelles différentes, etc. Et justement, en fait, on va en arriver à ces stratégies, parce que quand même, une chose, c'est-à-dire que au final, vous nous rappelez quand même que le commun n'est pas donné, mais qu'il est à construire, Et c'est
c'est vraiment au cœur de cette dernière partie, donc je le disais, qui s'appelle Tracé, et dans laquelle vous revenez sur, on va dire, la vivacité des contestations et oppositions, et sur vraiment une nouvelle phase de mobilisation mondiale. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ces différents tracés ou ces différents chemins. On va peut-être en évoquer quelques-uns, mais avant d'échanger sur certains de ces thèmes, je voudrais vraiment vous demander à tous les deux comment vous avez pensé en fait cette partie-là. Est-ce qu'elle s'est imposée aussi? La manière dont peut-être elle s'est imposée dans le texte. C'est imposé, mais pas d'elle-même. Ouais. Si, allez-y, expliquez-nous ça pour voir. Non, c'est vrai qu'on a rédigé la dernière partie, c'est-à-dire la 5e partie, avec une idée un petit peu paralysante. C'est qu'on arrivait au bout de l'ouvrage et qu'on n'était pas très satisfait par le fait qu'il se termine de cette manière-là, et qu'on voulait, parce que c'était un ouvrage qu'on avait pensé comme un ouvrage de stratégie, on voulait donner sa pleine dimension, sa pleine expression, sa pleine force à l'idée justement de stratégie. Voilà. Parce que finalement la grande différence entre cet ouvrage-là et le précédent sur la souveraineté de l'État, c'est que cet ouvrage est un ouvrage de réflexion stratégique, de part en part. Même lorsque il se donne apparemment comme une reconstitution de l'histoire de telle ou telle pensée, il n'empêche que le cœur, c'est la stratégie. Bon, je prends justement, alors, je prends un exemple. Bon, on s'est interrogé, c'est le premier tracé stratégique porte sur la stratégie elle-même, bon, ce qui est un peu normal. Mais le deuxième tracé stratégique, c'est un tracé qui porte sur l'État. Le troisième également. Hein. Le troisième, c'est dans quel État vivons-nous? Et le deuxième, c'est que faire de l'État? Bon, ce qui est un peu provocateur, mais en fait, c'est à prendre très au sérieux. Parce que quand on a réfléchi à cette question-là, on voulait absolument éviter une question ontologique, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des questions que parfois Deleuze moque, mais que parfois il est amené à reprendre à son compte lorsqu'il construit une ontologie de l'événement. Notre problème n'était pas celui d'une ontologie au sens de la réponse à la question « qu'y a-t-il » ou peut-être sous la forme de la réponse particulière de Marx méditant devant la mer en Angleterre et disant, réponse à un journaliste américain qui lui demandait « qu'y a-t-il ?» Il dit « la lutte ». Et c'était pour lui peut-être pas le mot de la fin, mais en tout cas c'était un des derniers mots qu'il a prononcés. Et ce qui nous apparaissait important, c'était justement de pouvoir remettre ça au centre. Non pas des questions du type « qu'est-ce que l'État ?», mais « que faire de l'État ?» C'est-à-dire quel doit être notre rapport pratique à l'État. Et voilà, et c'est la situation dans laquelle on est, puisque de toute façon, on est dans des situations qui sont structurées par l'existence des États et par leur action sur nous. C'est la raison pour laquelle, d'emblée, nous ouvrons l'ouvrage avec les questions de Foucault. C'est-à-dire, que sommes-nous aujourd'hui? Mais que sommes-nous aujourd'hui? C'est l'ontologie de l'actualité. C'est pas qu'est-ce que l'être, ni qu'est-ce que l'État, ni qu'est-ce que... Non, c'est pas ça du tout. C'est une question qui est totalement différente. Et là, on tâche justement d'y répondre, de la même manière qu'on tâche de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure sur les échelles, oui, en faisant la distinction et plus que ça, en opposant le fédératif au fédéral, et on le fait à partir de cette espèce de centre de gravité que constitue pour nous la lutte autour des territoires comme milieu de vie. Donc tout est repensé dans cette optique-là et dans cette perspective-là. Donc c'est à partir de là. On a commencé par insister dans les parties antérieures sur les milieux de vie et l'importance des milieux de vie, et finalement, assez logiquement, à la fin, même si ça n'a pas été sans mal du point de vue de la rédaction, on a mis un mois quand même, on a vraiment mis l'accent sur cette idée que c'était la stratégie autour de la mise en place, de la défense, de la construction des territoires comme milieu de vie, qui devait tout commander. Et c'était pour nous quelque chose d'absolument essentiel, et ça représente effectivement, je ne sais pas si on peut parler... Il y a d'un certain point de vue un tournant écologique de Dardot-Laval, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, oui, d'un certain point de vue, oui, quand on fait la comparaison avec Commun de 2014, on s'aperçoit du chemin parcouru, notamment sur l'idée d'une démocratie des milieux de vie comme milieux communs. Bon, ce qui est pas tout à fait la même chose que la définition des communs à laquelle nous avions procédé, parce que nous mettions d'abord et avant tout l'insistance sur l'action humaine exclusive.
et pas les communs comme milieu de vie, ce que nous mettons en évidence aujourd'hui comme étant quelque chose qui est imposé par la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'échelle mondiale. Oui, pour continuer, donc nous avons écrit très rapidement ces tracés stratégiques, mais en même temps, ils sont le fruit d'une réflexion antérieure, c'est-à-dire qu'on a repris pas mal de nos interventions, parfois des articles que nous avions distribués, disséminés un peu partout dans des revues ou dans des ouvrages collectifs. Donc, et bon, nous avons, comment dire, ils sont venus les uns après les autres, comme ça, je veux dire, presque par une sorte de nécessité logique, à partir du moment où on déroulait la question stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire dérouler la question stratégique? On reprend ce que disait Daniel Ben Saïd il y a 25 ans, quand il disait qu'il y avait comme un oubli de la question stratégique. Mais lui, il le faisait d'un point de vue très léniniste. Au fond, c'est comme si les mouvements avaient oublié la question du parti. Évidemment, nous reprenons la question stratégique tout à fait autrement. Donc, il avait raison de dire qu'il faut toujours se préoccuper de cette question-là, mais il avait tort de rester dans l'espace, dans le cadre de pensée léniniste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire reprendre la question stratégique sans être léniniste? Voilà. Et comment la catégorie de commun que nous avions développée en 2014 nous permet aujourd'hui d'aborder cette question, ou ces questions, parce que ces questions, ce ne sont pas seulement nous qui nous les posons, ce sont des questions qui immanquablement se posent aux mouvements eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait de l'État? C'est quand même quelque chose que le mouvement ouvrier s'est posé. Est-ce qu'on l'abolit, comme disaient les anarchistes? Est-ce qu'on le fait dépérir? Est-ce qu'on le transforme? Est-ce qu'on prend le pouvoir d'État? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a pris le pouvoir d'État? Enfin, toutes ces questions sont absolument décisives. Donc, pour nous, la question, c'est de faire jouer la catégorie de commun dans la stratégie. En quoi la catégorie de commun va-t-elle affecter les considérations stratégiques? Par exemple, sur la question de l'État. Si on n'est plus dans le cadre de l'abolition de l'État, la disparition de l'État, etc., qu'est-ce que les communs peuvent changer, par exemple, à ce qu'on appelle des services publics? Voilà, c'est une question qu'on avait déjà abordée, etc. Mais c'est tout à fait important parce que quand on parle de communs, très souvent, il y a plein de gens qui disent mais les communs, c'est des petites initiatives, des petites expériences isolées, etc. Ça concerne quelques individus, c'est très réducteur. Qu'est-ce que vous attendez alors de ces communs? Qu'ils se réunissent, qu'ils s'agrègent? Bon. C'est une critique qui a été souvent faite. Lordon a tapé là-dessus avec un gros marteau, comme il sait le faire. Mais non, c'est pas ça. C'est que justement, les catégories de commun permettent d'aborder ce qu'on fait des services publics. Parce que les services publics, c'est précisément de gigantesques mises en commun de ressources. Sauf qu'elles ont été, ces mises en commun, complètement capturées, captées par les bureaucraties d'État, qui en ont fait à la fois effectivement des instruments de solidarité, mais aussi des appareils de domination et d'intégration dans l'espace étatique. Donc voilà, c'est ce genre de choses que nous avons développé. Et de la même façon, la catégorie de commun, elle permet de penser l'organisation même des mouvements, elle permet de repenser les partis. Comment se fait-il que des partis qui promettent la démocratie, des partis de gauche qui promettent un monde où finalement les masses auraient le pouvoir, etc., s'organisent de façon totalement oligarchique? La catégorie de commun apporte une conception radicalement différente de l'organisation, de ce que doit être une organisation politique qui se veut démocratique. Bon, voilà, c'est des choses comme ça que nous avons abordées à chaque fois en 3-4 pages, parfois plus, il faut l'avouer, parce qu'elles sont compliquées, bon, et qui nous semblent être, je dirais, autant d'instruments de réflexion dont pourraient s'emparer les activistes, les acteurs de ces mouvements. Hein. Oui, juste on donne 2 exemples, par exemple, sur la question des partis que vient d'aborder Christian, c'est précisément Podemos en Espagne, et puis d'autre part Québec solidaire. Et c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des partis qui sont voulus totalement atypiques, c'est-à-dire dans leur formation, dans leur genèse,
Ils se sont voulus des partis en rupture avec le modèle classique, centralisé, etc. Et ils traversent aujourd'hui des difficultés. Pour expliquer ça, il faut se reporter aux quelques pages qu'on consacre dans le livre, justement à la question des partis. Mais c'est très intéressant parce que nous nous sommes dit que nous voulions, dans ces tracés stratégiques, entrer dans le détail de l'analyse de certains exemples pratiques. Et ça vaut aussi pour des institutions qui se sont créées ou qui se créent aujourd'hui. On a pris l'exemple de la Casa Comune, de la maison commune au Brésil, à Brasilia, qui se veut une sorte de, comment dirais-je, de groupement permettant d'aborder le problème de l'articulation entre le public non étatique et puis l'État, et les services de l'État. Et ça, c'est aussi un exemple qui est très précieux sur le plan pratique, parce qu'en même temps qu'il y a ça, il y a la dimension nationale et transnationale qui se trouve immédiatement posée. Pas dans un second temps, mais comme faisant partie d'emblée du projet. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples, et on a peut-être abusé des exemples, mais je ne crois pas, parce que c'est la dimension qu'on a voulu donner à ce livre. En tout cas, on n'est pas superstitieux, on en a fait 13. Ouais. 13 tracés. À une certaine époque, il y a des gens qui parlaient de la fameuse boîte à outils. Ouais. Alors, je ne veux pas dire qu'on est dans la boîte à outils, mais c'est vrai que ce qui est passionnant en fait dans ces tracés, quand on les parcourt et quand on les lit au fur et à mesure, c'est vraiment cet aspect de stratégie en fait qui est là en permanence, et qui sont et comme vous le disiez Christian, en fait qui effectivement chacun doit pouvoir s'emparer aussi de ça, et ouais, ça donne à nourrir quand même pas mal de choses. On peut passer tous les exemples et tout ce que vous abordez dedans, puis en plus voilà, je vais vous laisser aussi les découvrir. Moi, il y en a peut-être juste deux pour terminer sur lequel j'aimerais juste que vous puissiez peut-être intervenir un tout petit peu. C'est évidemment la question écologique en fait qui est absolument centrale, et la question qui se pose, c'est comment faire quasiment du climat un bien commun mondial. Et une autre partie que moi j'ai trouvé absolument passionnante, et sur laquelle j'aimerais bien aussi que vous puissiez revenir, c'est sur l'expérience politique du communalisme. Voilà, on est sur deux choses là effectivement très différentes, mais ça vous montre aussi la variété justement de ces tracés. Oui, sur la question écologique, donc Pierre parlait d'un tournant écologique que nous aurions fait. En fait, il y a un premier point quand même qu'il faut dire, c'est que on n'a pas suffisamment insisté, puisqu'on est passé assez rapidement sur la deuxième irruption. C'est la place que nous donnons à la transversalisation des luttes. C'est très important de considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les mouvements écologistes qui sont écologistes. Il y a aujourd'hui, justement, une traversée d'écologie, quelque chose qui traverse l'ensemble des mouvements. Les mouvements syndicaux aujourd'hui se posent de plus en plus ces questions-là. Ils ne peuvent pas du tout se contenter de dire qu'il faut développer l'industrie, les forces productives, etc. C'est impossible aujourd'hui dans le mouvement syndical d'éviter cette question-là. Le mouvement féministe s'est emparé de cette question-là, et développe d'ailleurs un écoféminisme. Il y a une littérature importante et des pratiques aussi nouvelles, et ainsi de suite. Donc la question écologique est inséparable, je dirais, de la perspective révolutionnaire d'ensemble. Ce que nous faisons autour de la question écologique, c'est de se demander quand même si ce qui est proposé aujourd'hui, à savoir très souvent des solutions du haut, une écologie du haut, une écologie qui se construirait à partir de l'État, qui se définirait à partir de normes définies par l'État, qui se construirait, la transition écologique qui se construirait de façon pyramidale, etc., pour nous, est une question qui mérite débat, parce que c'est effectivement ce type de modèle qui tente à s'imposer, jusqu'à certains auteurs qui commencent à vanter le modèle chinois, ou qui commencent à penser que les jeux de puissance entre États seraient finalement très favorables, seraient très bénéfiques à une transformation écologique du monde. Bon, tout ça, justement, fait l'objet d'une réflexion qu'on articule avec ce que Pierre a souligné, c'est-à-dire la prévalence des milieux de vie, de la préoccupation des milieux de vie. Et
il nous semble qu'on ne peut pas simplement dire, voilà, il faut changer les besoins, etc. Il faudrait définir de nouveaux besoins, etc., comme le fait un certain écosocialisme, etc., sans parler des modes de vie, des façons de vivre, qui sont absolument le point déterminant d'une transformation écologique absolument indispensable. Oui, juste un mot sur le communalisme, puisque c'est effectivement une question assez importante. Nous consacrons un tracé à cette question du communalisme, mais nous prenons le problème sous un angle assez particulier. Je veux dire par là que nous ne reprenons pas, par exemple, ce que nous avions présenté comme étant une issue possible, en tout cas dans certaines pages de commun, tout à fait à la fin, dans les propositions, les dernières propositions, à savoir le communalisme envisagé comme l'affirmation de la souveraineté de la commune comme unité politique élémentaire, pour dire les choses d'une manière assez directe. On trouve ça chez Proudhon, on trouve cette idée que la commune, c'est précisément l'unité de base souveraine à partir de laquelle on doit tout construire. On trouve ça, bien sûr, chez Bookchin, dans une autre perspective, qui n'est pas proudhonienne. On trouve ça dans d'autres démarches encore, mais ce qui nous apparaissait important, c'est justement d'affronter la question que pose la définition même de la commune. C'est-à-dire, là, dans le tracé qui est consacré au communalisme, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, à bras-le-corps la question de la définition de la commune ou de l'autodéfinition de la commune, en prenant bien sûr l'exemple qui est celui de la commune de Paris, et en posant le problème de savoir comment la question de la concentration des pouvoirs peut être considérée comme justement un obstacle et un danger pour la commune elle-même. Et c'est la raison pour laquelle on se réfère à des témoignages qui ont été faits, écrits par des gens qui ont participé de l'intérieur à la Commune de Paris, qui se sont élevés contre le tournant autoritaire du Comité de salut public à partir du 25 avril 1871, et qui ont énormément insisté sur le fait que la séparation des pouvoirs devait être non seulement préservée, mais renforcée, parce qu'ils considéraient que dans la commune, telle qu'elle s'était expérimentée, il y avait une confusion entre le gouvernement et l'administration, il y avait une confusion entre les élus et d'autre part le gouvernement, et que tout ça, finalement, avait dans une très large mesure affaibli la commune. Alors il y a un ouvrage qui est consacré à cette question-là, à partir de témoignages de Léo Frankel et d'autres communards, mais ça me semble être très important à indiquer. Et puis, par rapport à ce qu'on appelle le communalisme de Bookchin, il y a une tendance à considérer que justement il doit y avoir une assemblée, l'assemblée municipale, qui doit concentrer tous les pouvoirs, et ça nous semble quelque chose d'assez dangereux également, précisément pour les mêmes raisons, parce qu'il faut à tout prix éviter la concentration des pouvoirs, et que par conséquent on ne doit pas envisager une sorte de monopole du pouvoir politique à travers une assemblée souveraine, mais plutôt justement des instances qui sont articulées mais en même temps différenciées les unes des autres, qu'on doit envisager bien sûr une assemblée municipale, mais en même temps des formes d'autonomie pour ce qui concerne les communs productifs, c'est-à-dire justement les entreprises. Je prends un exemple très simple, une coopérative. Une coopérative, est-ce que les coopératives doivent voir leur voix au chapitre complètement dissous dans la souveraineté de l'assemblée communale ou municipale? C'est une question qu'on affronte parce que précisément, nous on ne considère pas que ce doit être le cas. On considère au contraire que la différenciation des pouvoirs et la façon dont les pouvoirs s'agencent les uns aux autres, tout en étant différents des uns des autres, c'est une question qui est tout à fait, stratégiquement, qui est tout à fait fondamentale. Merci beaucoup. On va essayer de garder un tout petit peu de temps pour vos questions, mais je voudrais juste pour terminer, juste évoquer une petite chose qui me tient à cœur. Il y a quelque temps, vous avez participé tous les deux ensemble à une émission sur France Culture. Je me souviens déjà plus du nom de l'émission, excusez-moi. Mais enfin voilà, une émission sur France Culture. La suite dans les idées. La suite dans les idées, voilà, merci. Et à la fin de cette émission que je vous invite à écouter, vraiment pour cette partie finale, il y a une troisième invitée qui vous rejoint, et cette invitée, c'est Leslie Kaplan, qui nous fait aussi le plaisir d'être là dans la salle. Et
et Leslie, en fait, s'invite dans la conversation et nous parle de la littérature et de la littérature dans ce qu'elle nous propose comme ouverture des possibles. On pourrait presque imaginer que la littérature nous amène aussi à des expériences qu'on pourrait peut-être aussi qualifier d'utopistes, mais finalement l'utopie c'est un très beau chemin, ça peut être un très joli tracé également, et tout ça nous invite nous invite et vous invite en fait à poser l'imagination, et j'aimerais pouvoir aussi terminer avec ça, c'est-à-dire poser l'imagination comme une expérience stratégique supplémentaire dont nous avons aussi besoin. Merci Leslie, et un grand merci à vous deux ce soir pour cette présentation. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions, comme nous, on a été quand même particulièrement bavards, hein, pas surtout vous, mais allez, petite question, je vous en prie. Là, la première est toujours la plus compliquée, en fait. Je vais la prendre. Allez, merci. Non, merci réellement beaucoup à vous trois. Hein. Je me disais, en vous entendant, je pensais à une interview qui est très importante, donnée par Sartre, était la première, jusqu'avant que Lula prenne le pouvoir, à des scientifiques politiques brésiliens, qui d'ailleurs ont participé au gouvernement de Lula, le premier. Et à un moment donné, un d'eux pose la question sur la mémoire des masses. Et Sartre répond: il n'y a pas de mémoire de masse, mais il y a des agents culturels. Et je pense qu'effectivement, là, c'est aussi bien ce qu'ils font Pierre Dardot et Christian Laval depuis longtemps, mais aujourd'hui, Stéphane, encore une fois, merci beaucoup. Je trouve que c'est réellement remarquable le travail de transmission que tu fais. Et en entendant aujourd'hui votre discussion, je n'ai pas encore lu le livre, mais ça m'a évoqué évidemment tous les autres que j'ai lus, dont pas celui de Marx encore, mais tous les autres. Celui de Marx, ça pèse 1 kilo de sang. Ah, tous les pèses, celui-là uniquement 1 kilo. Pèse 1 kilo, non? Mais en vous entendant, me sont venues quelques formulations que je partage avec vous à chaud. C'est-à-dire une chose que j'ai toujours pensé, c'est cette manière très particulière que vous avez de parcourir d'une manière critique les théories que vous avez fréquentées et que vous utilisez même pour avancer. Mais dans la manière par laquelle vous les traitez, je dirais presque que vous faites une espèce de clinique de théorie pour indiquer qu'on ne peut pas du tout accepter ces théories comme des discours, mais qu'on doit les prendre en termes de comme si elles étaient seulement des outils. Et à partir de là, il y a le mot « actualité » qui a été cité par Pierre, il y a beaucoup la question des mouvements actuels, et moi je pense que c'est comme si vous aviez, au fur et à mesure de votre travail, au fur et à mesure de l'écriture même de livres, ce que vous faites, c'est la proposition de ce qui m'est venu comme une théorie flottante, une théorisation flottante, avec un objectif très précis et que j'ai pensé aujourd'hui, grâce à la médiation de Stéphane et le mode par lequel vous avez présenté votre dernier travail, c'est-à-dire de faire toujours ressortir quelque chose qui passe toujours à l'as quand une théorie devient un discours, à savoir les réels. Et c'est comme si effectivement tout ce que vous êtes en train en permanence de chercher, c'est de donner une espèce d'outil théorique provisoire, toujours
pas fermé pour qu'on puisse penser le réel du monde dans lequel on vit. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui traverse effectivement tout ce que j'ai lu de vous, où il y a toujours la possibilité qui est très agréable, parce qu'il faut quand même dire que c'est très particulier de lire un livre qui essaye de penser et qui essaye de rendre compte de modes par lesquels un philosophe et un sociologue rencontrent le monde actuel à partir de ce qui a été leur propre parcours, et comment cela n'est jamais ennuyeux, comment cela est toujours très vivant, très ouvert et très stimulant pour la pensée. Et ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'il y a toujours une espèce de décapage de ce qui vient faire fermeture, de ce qui vient faire discours, de ce qui vient faire leçon d'un point de vue de Sirius, quoi. Et là, c'est du bricolage, mais qui va au-delà du bricolage, puisqu'il y a quand même une théorie qui est proposée, mais qui se ne donne jamais comme une théorie définitive, et qui donne en même temps qu'elle se présente les éléments tout simplement pour continuer à penser la question du réel. Victor, votre meilleur critique. Alors, est-ce que vous voulez répondre? Oui, est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une question? Non, mais je voulais revenir sur la métaphore de la théorie flottante. En fait, on imagine, donc dans l'image que tu donnes, voilà, ce qui flotte, c'est une espèce de navire ou de plus modeste barque qui flotte. Mais en fait, théorie flottante, ça peut aussi laisser entendre quelque chose d'un peu flou, quoi. Moi, je parlerais plutôt de théorie ancrée, pour rester dans la métaphore navale. Quelque chose qui... C'est pour ça qu'Hector rappelle le réel, surtout. Oui, mais justement, ancrée, la théorie ancrée, ancrée dans le réel. Et ce que nous avons toujours refusé de faire, c'est de l'exégèse. C'est simplement de commenter les théories sans les confronter à des transformations réelles du monde, sans les rapporter à des formes de lutte, etc. Dans l'introduction, on rappelle cette citation, enfin cette remarque de Marx, cette injonction même de Marx en 1847 dans Misère de la philosophie, quand il répond à Proudhon, et qui dit maintenant, il ne s'agit plus du tout d'inventer des mondes de l'esprit, il s'agit de voir ce qui se passe, et de s'en faire l'organe. Et ça résume tout à fait, je crois, ce que tu vois comme qualité dans ce que nous faisons, et nous te remercions de l'avoir souligné. Bon, je ne sais pas, juste une remarque sur la question du réel. La question du réel, c'est une question qui doit être prise au sérieux, c'est-à-dire que le réel dont nous partons, c'est le réel des luttes, le réel des pratiques. Donc effectivement, tu as raison de dire que ce n'est pas des discours que nous partons, même lorsque nous analysons de façon critique des discours. Mais c'est pas, par exemple, bon, le premier Foucault, enfin en tout cas le Foucault des années 1966, a écrit un texte sur le discours philosophique avec une analyse différenciante et différenciée des types de discours, où il est question du discours littéraire, où il est question justement du discours qui est celui de la fiction littéraire, il est question aussi du discours scientifique, et il est question de trois types de discours. Mais là, c'est vraiment une sorte de mise en place, comme ça, des types de discours qui me semblent, comment dirais-je, encore assez, pas flottante, parce que c'est pas flottante du tout, mais en tout cas imprécise concernant le rapport que les discours entretiennent avec leur propre dehors. Et il y a tout un passage justement dans lequel Foucault est amené à dire quelle est la relation que le discours philosophique entretient avec ce qui est extra-discursif. Et il pose la même question à propos du discours littéraire, il pose la même question à propos du discours scientifique, et il dit que dans le discours philosophique, justement, ce qu'il y a de fondamental, c'est le fait que cet extra-discursif, non seulement ne peut pas être réduit, mais qu'il constitue toujours le point de départ à partir duquel ce discours est amené à se déployer. Alors,
Bien, ce sont des formulations que je ne partagerai pas complètement, hein, mais il me semble qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la relation que le discours entretient avec l'extra-discursif. Et pour nous, c'est tout à fait fondamental. Même lorsque nous analysons justement des discours, nous ne restons pas prisonniers justement de la cohérence du discours en lui-même. Nous n'ignorons pas ce que Foucault dit plus tard, c'est-à-dire que les discours et les énoncés sont des pratiques. Mais nous n'ignorons pas non plus que ces pratiques ont une relation avec ce qui est en dehors d'elles, qui est les pratiques non discursives ou extra-discursives. Et ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre les pratiques discursives et les pratiques extra-discursives. Jamais, jamais, jamais nous n'abandonnons ce qui nous semble être essentiel, une sorte de boussole. Jamais, depuis le début, hein, depuis finalement, bon, on prend le premier, la nouvelle raison du monde, c'était déjà pour nous quelque chose d'essentiel. Une autre question, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi je parle plutôt des initiatives et depuis longtemps les communs sont une thématique qui porte certaines de nos associations. Je me demande, de la même manière que vous avez parlé d'intersectionnalité de nos luttes, je me demande dans quelle mesure il y a des transformations qui s'opèrent de votre côté en tant que chercheur dans des formes de croisement disciplinaire. Voilà, est-ce que vous-même vous êtes affecté par la nécessité d'intersectionnalité de la recherche? Et le deuxième volet de la question, c'est notamment dans nos mouvements, on mobilise de plus en plus le droit. Je fais référence à Isabelle Stengers, l'idée de droit résurgent, ou d'un droit des communs en train de se fabriquer, ou à Étienne Leroy qui parle de pluralisme juridique. Je me demande dans quelle mesure, au regard du fait que vous proposez des stratégies, vous avez vous-même rencontré ces questions juridiques et de quelle mesure elles peuvent aussi être développées dans vos futurs travaux. Merci. Alors ça, concernant le futur, je ne sais pas trop. Notre futur est derrière nous. Non, je pense que les deux questions ont un grand intérêt, notamment, alors, la première question sur l'intersectionnalité, il en est justement question d'une façon ouverte et explicite dans le livre. Notamment à partir, bon là encore, hein, c'est peut-être un parcours individuel, une trajectoire personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est essentiellement à partir de la remise en cause que nous avons éprouvé lorsque nous sommes allés assez fréquemment d'ailleurs en Amérique latine, parce que précisément la notion d'intersectionnalité a été développée, explicitée, à partir d'une théoricienne qui était africaine, hein, bon, mais ça a été développé, il me semble, beaucoup dans les mouvements en Amérique latine, notamment dans les mouvements féministes en Amérique latine. Ça a été développé, alors je ne sais pas, moi je prends ce qui constitue pour moi une sorte de point de départ, peut-être, c'est le mouvement féministe en Argentine à partir de 2015 et le croisement avec le mouvement féministe chilien qui a été très influencé par le mouvement argentin. Et la question de l'intersectionnalité s'est trouvée posée d'une façon assez pratique. Ce qui m'intéresse, c'est que l'intersectionnalité n'est pas essentiellement vue dans cette perspective-là comme une catégorie théorique. Elle est vue d'abord et avant tout comme une catégorie pratique. Et c'est une manière, justement, de donner corps à ce que Christian appelait la transversalisation. Parce qu'il y a dans le mouvement féministe, bon, j'ai étudié beaucoup le cas chilien en 2019, mais il y a une orientation de transversalité qui, et en même temps, relève d'une logique qui est celle de l'intersectionnalité. Vraiment, d'une manière très très directe. Et pour nous, ça a été, pour moi, ça a été une sorte de révélation en 2019. Hein. Je dis pas que ma conversion au féminisme date de 2019, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment appréhendé, à partir de ce mouvement extrêmement fort et extrêmement puissant, ce que signifie le féminisme en acte, comme pratique. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, il y a tout un développement consacré à cette question de l'intersectionnalité. Dans le chapitre, je crois que c'est justement sur les mouvements autochtones qu'il en est question. Et puis dans d'autres mouvements, il y a un chapitre qui s'appelle « Les pratiques transfrontières et la transformation des acteurs collectifs ». Et là, il y a beaucoup de références qui sont faites justement au mouvement féministe, en particulier, mais pas exclusivement, au mouvement féministe latino-américain. Là, on est quand même tributaire aussi de la géographie de nos déplacements. Je veux dire par là que
Sinon, on resterait dans les bibliothèques à consulter un certain nombre d'ouvrages. Mais là, ce qui est irremplaçable, c'est le fait de voir comment les choses se passent, là, pour reprendre la formule de Marc qui a été citée. Et puis, sans faire l'organe, ben justement, sans faire l'organe, c'est pas simplement photographier ce qui est, c'est aussi reprendre directement à notre compte, dans la mesure où on le peut, hein, et dans la mesure où c'est éclairant, des catégories qui ont été mises à l'épreuve et forgées dans le cadre de pratiques collectives. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Et puis la deuxième question, c'était Sur l'aspect juridique. Sur l'aspect juridique. Tu veux... Non, je vais reprendre sur le premier. Moi. Ah bon, d'accord. Bon, alors, d'accord, merci pour la... non, sur l'aspect juridique, c'est très important. Alors peut-être que là, il y a aussi tout un enjeu, en fait, qu'on a commencé à cerner dans Commun. Parce qu'on a beaucoup abordé la question de la production du droit à partir des pratiques collectives. Et c'est une question qui est pour nous fondamentale. Parce qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans le cadre qui est celui du droit existant. On rencontre très très vite des limites. Même des gens qui pensent en termes de constitutionnalisation ou de construction d'autres édifices constitutionnels, etc., butent sur des limites qui sont assez vite atteintes. Bon, l'exemple du Chili en est un très bon exemple, hein, précisément parce que vous avez eu ensuite le rejet dans un plébiscite en 2022 du projet de la Convention constitutionnelle. Et ça fait réfléchir. Quelqu'un comme Laureline Fontaine, par exemple, qui écrit beaucoup sur l'aspect du droit constitutionnel, m'a dit combien cette expérience avait importé pour elle, précisément parce que là, on rencontre des limites qui sont celles du droit constitutionnel. Bon, alors que le rapport entre le droit et les pratiques collectives me semble plus intéressant comme entrée, comme manière justement de poser la question, parce que, bon, on ne peut pas dire... J'ai eu beaucoup de discussions avec des juristes sur ce point-là, mais on ne peut pas dire que le droit est un instrument. Et à mon avis, la représentation selon laquelle le droit est un instrument est une représentation complètement illusoire et qui expose à de graves déboires sur le plan pratique. Parce que le droit, tout formel qu'il soit, a une très grande cohérence. Et il y a, par conséquent, dans l'édifice du droit, il y a un certain nombre de contraintes internes qui pèsent y compris sur ceux qui cherchent à se situer sur le terrain du droit pour essayer d'en gauchir ou d'en transformer les pratiques. Mais à cet égard, il y a des limites. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est le fait de poser la question du droit en termes de génération d'un nouveau droit à partir des pratiques collectives. Pas en termes de gauchissement ou d'infléchissement des catégories du droit existant. Parce que là, malheureusement, encore une fois, on bute très vite sur des limites. Et pour moi, ce qui m'apparaît comme étant très intéressant, justement, dans les pratiques collectives telles que j'ai pu les aborder ou les étudier, c'est cet aspect d'invention, de productivité. C'est la productivité des pratiques collectives en termes de droit nouveau. C'est ça qui m'apparaît comme étant le plus important. Je ne dis que l'essentiel. Oui, je voulais revenir sur la première partie, parce que cette question de l'intersectionnalité, elle se pose vraiment à nous depuis très longtemps, mais on doit la mettre en rapport avec la dimension collective de notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, on apparaît, et Stéphane l'a appelé, comme un duo. En fait, ça occulte complètement le fait que depuis qu'on travaille, et depuis qu'on a commencé à réfléchir ensemble, au fait qu'il y a toujours eu un collectif. On a créé toujours des groupes. Il y a toujours eu un travail de séminaire commun, puisque vous parliez de la recherche. La nouvelle raison du monde, même le Marx, c'est un travail qui a mobilisé beaucoup de gens. Et aujourd'hui encore, nous avons constitué depuis 2018 un groupe de recherche qui s'appelle le groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives, qui est à la fois transnational et aussi tout à fait transdisciplinaire. Enfin, on ne demande même plus les appartenances disciplinaires. On en est à ce point qu'on se fiche complètement de savoir si quelqu'un est sociologue, démographe, sociologue ou économiste. C'est pas du tout notre problème. En fait, la question, c'est vraiment de savoir ce que l'on peut faire en commun. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en commun? Et là, cet après-midi, justement, il y a un journaliste du Monde qui nous a invités à parler de notre expérience et de notre histoire. Et en la déroulant comme ça, on s'est vraiment rendu compte, en parlant, que
il y avait vraiment du collectif. Et en même temps, chacun de nous a une expérience différente, fréquente des gens différents. Pierre est plus proche de certains milieux psy, fréquente beaucoup finalement de psychiatres, psychanalystes. Moi, je fréquente beaucoup plus des syndicalistes. Donc je suis beaucoup plus, à mon avis, du côté de ça. Mais ça n'empêche pas que Pierre s'intéresse évidemment aussi aux luttes sociales. Et moi, je m'intéresse aussi au monde psy. Donc on est des intersectionnalités à nous-mêmes. Enfin, d'une certaine façon, on est traversés. Et ça m'a fait penser au début de 1000 plateaux, quand Deleuze et Guattari commencent en disant c'est assez connu, ça c'est célèbre, mais on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Il dit, nous avons écrit à deux l'anti-Oedipe, mais comme chacun de nous est plusieurs, ça fait beaucoup de monde. Et on pourrait dire absolument la même chose de nous deux. Je trouve que c'est peut-être une très belle phrase de conclusion, ça. Écoutez, en tout cas, un grand merci à vous tous. Merci pour vos questions. Encore merci Pierre Dardot, Christian Laval, pour cette très belle rencontre.